Salut, bienvenue dans l'épisode 35 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial parce que on est réunis un peu plus nombreux que d'habitude pour débattre non pas d'une actualité en particulier, mais pour parler de foot. Alors oui, c'est vrai, quand on parle de foot entre amis, on est rarement tous sur la même longueur d'onde. Alors ça tient à un coach, à cause d'un joueur peut-être aussi, mais c'est souvent en raison du jeu produit sur le terrain. Et c'est bien le jeu, en lettres majuscules dans sa variété et ses philosophies, dont il va être question dans notre premier débat aujourd'hui. Alors on va tous les présenter, on va commencer par Maximilien. Ça va Maximilien, tu vas bien ? Ça va et toi? Ça va, écoute, je suis ravi que tu sois avec nous pour faire ce petit débat. Donc Arsenal a bien performé cette semaine en Europa League, ça fera probablement l'objet d'une discussion prochaine. Quand on parle d'Arsenal, il est jamais très loin. Il y a Barthélémy qui est avec nous aussi. Eh bien, la forme. Très heureux de participer à ce débat. Super. Il est là, Johnny Cash, la galette saucisse. Elle est avec nous, elle a réussi à se connecter. Il va bien ? Ah, il va en pleine forme avec ce beau nul d'Arsenal, oui, en pleine forme. En pleine forme, il a. Et il n'a jamais eu un aussi beau son aussi. C'est vrai que il s'y connaît en connexion. En tout cas, il a un réseau bien plus stable que d'habitude pour les quiz. On voit que tu choisis tes moments, Gaëtan, c'est bien. Et Ces matchs. il choisit ses matchs. Et du coup, peut-être le couple de 2021, une belle rencontre qu'on a l'occasion de voir en webcam. Alors, c'est ça. Ils sont là, ils sont beaux tous les deux. Hugo et Marc, ça va ? Vous allez bien tous les deux ? Ça va, on est là, tranquille. La pêche. Écoutez les garçons, c'est super que vous soyez aussi nombreux donc pour participer à ce petit débat. Alors débat qui traîne depuis un petit peu de temps, mais c'est dur à mettre en place. En tout cas, je suis sûr qu'on va avoir une discussion intéressante aujourd'hui. L'idée, bien sûr, c'est qu'à chaque fois que on regarde un match, que vous soyez devant un match de l'équipe de France, un match de l'OM ou de vos équipes respectives, que ce soit Arsenal en Première Ligue ou Liverpool. C'est sûr qu'on a souvent des débats, on est rarement d'accord sur la façon de jouer d'une équipe, sur les conséquences, les enseignements qu'on peut voir de certains matchs. Alors peut-être que Barthélémy ou Maximilien, vous avez une idée, je sais pas, je dis ça comme ça. Qu'est-ce qui vous stimule quand vous regardez un match de foot ? Qu'est-ce qui vous porte quand vous regardez une équipe jouer ? Vas-y Maximilien peut-être. Nous, en tant que supporter d'Arsenal, on a grandi avec le Wenger Ball, comme on dit. Donc, on a grandi avec les buts de Wilshere contre Norwich en 2013, le but un peu plus récent d'Aubameyang contre Leicester il y a 2 ans. Donc, pour moi, en tout cas, et pour beaucoup de supporters d'Arsenal, c'est très important le beau jeu. Et quand il est productif au niveau du score, c'est encore mieux. Ouais, parce qu'on parle de beaux jeux, tu dis beaux jeux, mais Arsenal, il y a eu, fin des années 90, des attaquants qui étaient, je veux dire, moi je pense à Dennis Bergkamp par exemple. Est-ce que Dennis Bergkamp c'était un serial finisher ou alors est-ce que c'était un maître du beau jeu pour toi à la limite si tu revois ses buts, ses actions? Pour le coup, Dennis Bergkamp, aux yeux du grand public, c'est plus un mec qui était hyper élégant, notamment aussi avec la Coupe du Monde 98. Je crois qu'il a fait un match incroyable au Vélodrome, justement. C'est vrai, avec les Pays-Bas. C'était la classe incarnée, c'est un peu comme aux îles. Et je crois que Bergkamp, en plus d'être élégant, était très performant aussi. Je sais plus exactement combien de buts il a mis avec Arsenal, mais c'est assez conséquent. Donc, c'est typiquement le genre de joueur qu'on a envie de regarder à l'écran et le genre de joueur qui nous fait aimer le foot. Alors là, on parle d'un joueur en particulier. Ça peut être en effet une des raisons de s'enthousiasmer devant un match de foot ou devant une saison en particulier, devant un événement sportif. Ensuite, le coach peut parfois lui aussi porter la responsabilité du jeu. On parle beaucoup de philosophie de jeu. Alors je sais pas vraiment si on peut définir une philosophie de jeu. En tout cas, on peut trouver des mots pour se rapprocher de certaines choses qui se font sur des pelouses en Europe. Barthélémy, question piège, t'inquiète pas hein, si ça fait pas partie de tes plans. T'inquiète, tu l'as. Toi, est-ce que tu pensais particulièrement à un coach ou alors à une définition particulière sur une des philosophies de jeu qui toi te touche quand tu regardes un match? Sur les dernières années, je pense, pour ma part en tout cas, à Guardiola. Parce que c'est un jeu de possession, mais pas spécialement stérile.
il a des idées très précises sur sa tactique. Et la tactique, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Et quand on voit le Manchester City de cette année, par exemple, c'est des déplacements constants des mecs de devant, sans forcément, par exemple, qu'il y ait un attaquant, et ça n'empêche pas de créer du mouvement, de faire circuler le ballon et de marquer pas mal de buts. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas spécialement un entraîneur qui va avoir son schéma précis. Enfin, on va dire la composition m'importe peu. Le plus important pour moi, ça va être l'animation. Et je pense que Guardiola, en tout cas sur les dernières années, arrive à produire un jeu grâce à ses joueurs assez intéressant et qui moi me parle. Tu vas me dire si je me trompe, mais Guardiola déjà au Barça, est-ce que c'est pas sous Guardiola qu'on parle de tiki-taka ou est-ce que c'est un autre moment, ouais. Non, Si, voilà. tout à fait. Gaëtan, toi, est-ce que t'as quelque chose qui te touche en particulier quand tu regardes un match de foot? C'est plutôt les joueurs ou alors c'est plutôt Hugo avec sa bière? C'est Ou ta femme. non, mais voilà. Toi, tu ressens forcément quelque chose. Ben moi, à force de regarder du foot, c'était plus après une philosophie, plus le football total de Cruyff, de ce qu'il a voulu faire un peu au Barça, mais qui a été un peu plus tactique après, en faisant 4-3-3, deux ailiers, trois milieux. Mais après, c'est surtout que je veux que toute l'équipe joue, que personne ne marche, on va dire, même en rempli défensif. Et que même avec certains entre Max ou Marc que j'ai entraîné, que je leur ai essayé de leur inculquer. Donc après avec eux, avec certains, c'était un peu plus compliqué que d'autres, mais la plupart, je pense qu'ils ont bien aimé de s'entraîner par moi et de jouer dans une équipe qui joue au foot et qui marquait des buts et voilà. Il faut d'abord être copain avec ses pieds pour jouer comme ça. Le problème, c'est que Marc, Max, Bart, c'est pas forcément le cas. J'entends la voix, alors peut-être pas la voix de la sagesse, mais en tout cas une voix dissonante. Non, mais les garçons, il y a un truc qui est... Qu'est-ce que t'as dit, Marc? De l'alcoolique. La voix de l'alcoolique. Non, mais il y a un truc qui est quand même très intéressant, c'est parce que tous les 5, pardon, putain, oui, le mec c'est pas compté. Moi, j'ai pas commencé l'apéro déjà, hein. Mais tous les 5, vous avez joué au foot déjà, tout simplement. Donc Gaëtan, toi, tu as entraîné, et vous les gars, que ce soit au futsal quand vous étiez en ville chacun, ou alors à l'occasion de matchs à Marseille quand vous étiez plus jeune, ben vous avez toujours joué au foot. Donc quelque part, vous avez une compréhension aussi de ce que c'est que le jeu, dans l'idée que c'est pas juste taper dans un pauvre ballon. Tous, par votre expérience personnelle, vous avez une vision particulière du jeu. Et c'est en ça que c'est intéressant de discuter. Alors Marc, par exemple, toi, t'es un grand fan de Liverpool. Liverpool, pour moi, c'est une équipe iconique en termes de jeu, en termes de philosophie de jeu. Là, aujourd'hui, avec Jürgen Klopp, c'est une équipe qui marche toujours, on va dire qu'il y a un idéal de fonctionnement avec cet entraîneur qui, lui, à l'image de Guardiola aussi en Première Ligue, a une philosophie bien à lui. Il n'a pas des joueurs, il a des soldats. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu regardes un match de Liverpool? Qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu vois sur le terrain? Alors, juste avant de répondre à ta question, moi, je trouve vraiment intéressant que chaque entraîneur ait vraiment une philosophie et que le fait d'avoir une philosophie, chaque entraîneur peut avoir sa philosophie, mais il faut être capable de l'adapter à son équipe. Il y a Guardiola, il a joué avec des génies du ballon, donc forcément les passes courtes, les 1-2, les jeux en triangle et compagnie, c'était quelque chose qui était applicable à son équipe. Klopp, il a joué avec des équipes un peu moins fortes, à mon avis, mais avec des joueurs qui étaient capables de courir, de faire le pressing. Quand il est arrivé à Liverpool, il jouait avec ses joueurs phares, c'était Lallana, c'était Anderson. C'est vrai. C'est pas des phénomènes, mais c'est des mecs qui courent et qui donnent tout pour l'équipe. Un Klopp, tu le mettais par exemple à Arsenal à l'époque. Un Ozil, je ne sais pas s'il aurait fait long feu dans son équipe. Il y a des joueurs comme ça il y a des entraîneurs justement qui doivent s'adapter adapter leur philosophie à leur équipe. Et ça, vraiment, je trouve ça intéressant et c'est un truc qui est vraiment compliqué à gérer quand tu arrives dans une nouvelle équipe, qu'il y a des joueurs qui conviennent pas forcément à ton système. Bien sûr. Tu dois faire avec, en plus. T'as pas l'occasion forcément de recruter beaucoup. Alors, il a pu le faire quelques années après, mais c'est vrai tu dois composer quand t'arrives. Tu dois composer avec ce que t'as. C'est pour ça que c'est très dur quand t'es entraîneur, tu arrives dans une équipe qui a peu de moyens. On en parle un peu avec l'OM.
et que tu peux pas forcément acheter les joueurs que tu aimerais. Tu es obligé de garder certains joueurs qui correspondent pas à tes idées. C'est forcément un peu plus compliqué. Hugo, je te vois réagir. Ouais, alors moi j'ai une réflexion, j'ai longtemps réfléchi sur ce débat, je me suis fait 4 niveaux de réflexion qui font que je ne vais pas forcément être d'accord avec Marc au final. Premier, ce que je déteste le plus au foot, c'est quand on joue mal et qu'on perd. Ça, c'est logique. Le niveau qui commence à me convenir, je pense que c'est le premier niveau d'acceptation des supporters, c'est quand on joue mal, c'est-à-dire qu'on n'a pas un jeu flamboyant, c'est plus ça le terme, pas un jeu flamboyant, mais qu'on gagne quand même. Exemple, Eli Bob à l'OM dans les années 2010, ou Garcia à l'OM aussi. Tout le monde l'a accepté parce qu'on gagnait. Et ça s'est mal passé au moment où on a commencé à perdre parce que le jeu ne suivait pas derrière. Le niveau suivant, pour moi, le niveau 3, c'est quand on gagne en marquant beaucoup de buts. Je prends l'exemple, moi, je n'ai jamais compris le procès qu'il y a eu contre la France à la Coupe du Monde 2018. Alors oui, ce n'était pas le jeu le plus flamboyant, mais par contre, ça a marqué des buts et on ne peut pas le reprocher. Du coup, il y avait du football. Et par exemple, Sampaoli en ce moment, on n'est pas forcément très avec nos pieds à l'OM, mais on s'ennuie beaucoup moins que c'est vrai. Il y a quelques mois, presque moins. Et enfin, le niveau total pour moi, c'est quand un coach comme Guardiola, comme Bielsa, donc moi je prends surtout l'exemple du Barça de Guardiola, parce qu'il y avait des joueurs incroyables qui sublimaient le truc, ou Bielsa à l'OM, même si on a perdu, c'est ça qui m'a le plus marqué dans le football. Et c'est pour ça que pour moi, il faut que le coach, alors il faut savoir, là où je remarque, il faut que le coach soit capable de faire les concessions pour faire quelque chose de cohérent avec son effectif. Oui. Mais par contre, c'est au coach. Si on veut vraiment le firmament de football, c'est le coach qui doit insuffler une philosophie et pas l'inverse. Et Bielsa avec l'OM ou Deschamps avec l'OM? Bielsa avec l'OM. Ah ouais. Deschamps avec l'OM, pour moi, on gagnait, mais c'était pas flamboyant. D'accord, donc c'est très pragmatique, mais c'est pas. J'ai été marqué par le Bielsa de l'OM que par le Deschamps de l'OM. Alors, Deschamps parce qu'il y a des titres, donc ça aide toujours. Mais moi, l'année où j'étais le plus cher de l'OM, c'est pas l'année où on gagne le titre. Hein. C'est l'année où l'année de Bielsa. Hein. Alors, on est champion d'automne et tout. Ouais. Alors. En termes de souvenirs, j'ai très peu de souvenirs des matchs de l'OM avec Deschamps. Mais parce que plus peut-être. Bah, franchement, en termes de jeu, j'ai plus de souvenirs avec l'OM de Bielsa, par exemple. Bah, c'est normal. Mais Mitchell et tout qui sont passés après, après ça fait un peu plus un flop. Mais Steven Fletcher, les gars, quand même. Oui, mais à part le match contre 3, j'ai aucun souvenir. Et contre Bastia aussi, je crois. Oui. Moi, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Marc. Moi, j'étais assez d'accord et je trouve ça d'autant plus gratifiant pour un supporter d'une équipe quand un coach arrive et qu'il a envie de mettre quelque chose dans la durée dans un club et qui prend son temps pour faire ça. Je pense à Klopp, justement, où il est arrivé en 2015, il me semble, un truc comme ça. Et effectivement, l'équipe de Liverpool, à ce moment-là, c'était loin d'être la folie. Et je me souviens que c'était Coutinho, à l'époque, qui était un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et c'est pile l'année où il part qui commence à gagner des titres et où il commence à être vraiment incroyable au niveau collectif. Parce que c'est surtout le collectif de Liverpool, j'ai l'impression, qui fonctionne. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on dise que, effectivement, Ozil, sur le plan de vue individuel, nous, on l'a vu jouer à l'Emirates, c'est incroyable. Au top niveau, de voir un artiste comme ça sur un terrain, ça donne des frissons. Mais sur la durée, effectivement, le coach, il faut qu'il ait une philosophie et qu'il voit son effectif à long terme pour pouvoir gagner des titres et, si sa philosophie est celle-là, de produire du beau jeu. Comme du coup la philosophie de Klopp, de Mikel Arteta, on espère, et d'autres grands entraîneurs. Mais finalement, Jürgen, au fil des années, il a construit un effectif par rapport à ce qu'il voulait. Alors, au début, il s'est adapté, mais à la fin, il a construit son effectif. Oui, ouais, mais oui. Mais je trouve que sa démarche, elle est différente qu'un Guardiola, par exemple, qui arrive dans une structure déjà énorme et qui a des moyens. Ça, on est tout à fait d'accord. Vas-y, Gaëtan veut dire un mot. Après, le souci, c'est que Klopp, il crée le joueur presque. Il le prend, il le peaufine, il le façonne, et après, il met dans une équipe. Et après, il met et il crée une équipe, surtout Guardiola. Il dit, il présente le moule de jeu, le système, et il dit, vous rentrez dedans. Et si c'est pas possible, au bout de 2 ans,
voilà, vous allez voir ailleurs. Le souci, moi, les entraîneurs que j'aime bien, c'est Klopp, c'est Ancelotti qui va dans plusieurs clubs et gagne dans plusieurs clubs. Et Ancelotti, il est un peu plus, comment dire, il sait mettre de l'eau dans son vin où il dit aux joueurs, ben, ceux qui sont défensifs, comment dire, bossez peut-être plus que les autres, mais vous inquiétez pas, devant, vous allez voir les artistes et ça va être flamboyant. Et ces entraîneurs-là, tu retiendras toujours le 11 type parce que c'est vraiment une grosse équipe. Alors que le Barça, tu retiens, mais ça a duré 4-5 ans Guardiola. Mais après, depuis, à part avoir mis les trois devant la MSN, et après, depuis, ça n'a plus rien fait. Alors que quand tu crées vraiment toute une équipe et une philosophie et que tu t'y tiens, ça marche. Mais après, que une philosophie, c'est compliqué et surtout si tout le monde ne veut pas. Le problème de Bielsa, c'est que les joueurs ont tenu un temps et 6 mois après, c'était fini. Mais parce que l'effectif de l'OM était trop court. Après, on avait clairement un gros problème sur ça et Bielsa, il est tellement dans ses idées jusqu'au boutiste qu'il est beaucoup plus dans la philosophie de jeu que dans la victoire. Peut-être qu'il n'a pas eu ce pragmatisme, mais finalement, à la fin de la saison, qu'est-ce qu'on a retenu? Il n'y a personne qui lui a reproché. Tout le monde espérait qu'une chose, c'est qu'il prolonge C'est vrai. la fin du championnat. Bielsa, vas-y, Olivier. Non, je t'en prie, vas-y, t'allais rebondir sur Bielsa. Non, j'allais dire que Bielsa, pour le coup, lui, il a aucune remise en question sur son jeu. Il a une idée du jeu et contrairement, c'est même lui qui le dit par rapport à Sampaoli, il dit mon gros défaut, c'est que moi, il remettra jamais en question sa philosophie. Parce que plus qu'une philosophie. Vas-y, pardon. Plus qu'une philosophie. Non, j'allais dire, c'est peut-être un peu comme Guardiola. C'est soit tu rentres dans son moule, même si c'est un moule différent, soit tu rentres dedans, soit tu sors. Guardiola, il te donne au début de la saison ton poids, ça c'est Clichy qui le disait. Oh, petite anecdote. Il te donne ton poids de forme. Si tu rentres pas dedans, tu joues pas, tu t'entraînes et c'est tout. Tant que t'as pas le poids de forme, t'es pas dans le plan. Pour Bielsa, c'est des trucs. Pour Bielsa, on entend parler carrément de doctrine. Alors là, c'est limite sectaire. On dit le gars, voilà, tu dis toi-même, il se remet pas en question parce qu'il arrive avec ses fondamentaux, il arrive avec ce qu'il sait du football. Et il veut te l'apprendre. Si tu veux pas l'apprendre, tu dégages. C'est pas grave. Il trouvera d'autres mecs capables de courir plus vite que toi et d'écouter ses conseils. Donc c'est vrai que il y a des philosophies de jeu qu'on retrouve chez des coachs. Alors vous avez cité Klopp, on a parlé de Messi, on a parlé de Guardiola, on pourrait parler de Wenger, on pourrait parler de plein d'autres grands coachs qui comment te dire. Messi. T'as dit Messi, hein? J'ai dit Messi. Ah, Messi, ouais. Je voulais dire Bielsa, Guardiola, Ancelotti. Il y a aussi Mourinho notamment, Klopp. Mourinho, on n'a pas parlé, mais parlons-en. Ah voilà, parce que justement. Vas-y, Maximilien, et avant on parle sur Mourinho. Sur Bielsa, moi j'adore aussi le jeu spectaculaire de Sampaoli et de Bielsa, ce qu'il propose pour une équipe et pour des supporters, c'est vraiment incroyable parce qu'il met toute sa vie dans ce qu'il fait. On le voit à Leeds aussi, le mec il se pavane avec le survêt du club à l'Intermarché d'à côté, il est hyper proche pour prendre des photos, etc. Bref, mais le petit bémol que je peux lui trouver, c'est que malheureusement, c'est que des projets à court terme qu'il fait. À l'OM, malheureusement, je sais plus, il reste quoi, une saison et demie Un an. C'est ça parce qu'il s'en va au bout de la première journée ou de la saison suivante. À Leeds, le contrat qu'il est en train de faire à Leeds, c'est la plus grande durée qu'il est resté dans un club. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est ça que j'aime aussi chez un entraîneur qui arrive avec ses projets et qui a envie de rester dans la durée dans un club et construire quelque chose, construire l'histoire du club. Gaëtan, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à ça, le problème de Bielsa, c'est qu'il arrivait en France avec des joueurs français. On va pas refaire le débat de Longoria, mais le problème, c'est que c'est même les joueurs qui ont abandonné. Alors qu'à Leeds, tous les joueurs étaient contents de bosser avec lui. Donc, même après tous les revers qu'il lui a à Bilbao et à Marseille, eux, les joueurs anglais, on dit on veut y aller à fond avec lui, on veut courir, on y croit à fond. Si après les joueurs sont dedans, ben ça marche, mais si les joueurs n'y croient pas, c'est sûr que ça. Et c'est le problème après, si on fait la transition avec Mourinho, le problème de Mourinho, c'est que là, les joueurs ne croient plus en lui du tout. Donc là, la méthode ne prend plus du tout, quoi. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'il soit arrivé en Angleterre et dans des mentalités différentes de joueurs et de clubs qui sont là pour donner
justement 100% de leur vie sur le terrain. Parce que En sachant qu'il choisit pardon Olivier, mais il choisit ses joueurs quand même au début de saison. Donc il choisit ceux qui correspondent à son profil et qui ont plus de chances d'adhérer. À Lille, quand il arrive, oui, mais à Lille, quand il arrive, déjà quand il arrive dans le club, il a déjà regardé tous les matchs 15 fois, il a regardé les matchs des jeunes pareil 15 fois. Il sait qui l'intègre dans son groupe, il sait qui il dégage. Direct, quand il arrive à Lille, il vire Mavouba, qui était capitaine depuis très longtemps et qui faisait large le taf au truc. Et il prend quand même ses joueurs. Donc, il a plus de chances aussi que les joueurs adhèrent à son discours, vu que c'est lui qui choisit quand même. En parlant de Mourinho, on va parler du club où il a été le plus pragmatique, c'est l'Inter Milan. À l'Inter, quand ils sont champions d'Europe en 63, il me semble, c'est les Catenaccio, c'est ça qui a fait leur force. Donc 5 derrière. En plus, on a encore droit à la passe en retrait à l'époque. Donc eux, peut-être l'entraîneur à l'époque, c'est Giuseppe Meazza, s'est dit l'équipe est super forte derrière et on ne prendra pas de but. Et de temps en temps, on envoie des ballons devant, notre attaquant mettra 2-3 buts, on gagnera comme ça. Ils ont été champions d'Europe, c'est passé. Mourinho, après, avec Porto, c'était du très beau jeu. Quand il est arrivé à Chelsea, ça l'a été aussi. Après, il doit être un peu plus pragmatique. Et à l'Inter, sur un match, et à 10 contre 11, il a fait jouer son attaquant arrière gauche. Ça arrive. Mais après, tout le long de la saison, avec Snyder, avec Milito, Eto'o, etc., il jouait quand même avec quatre mecs offensifs. Donc, il était quand même assez un entraîneur de base offensif. Après, le problème, c'est que il a trop voulu des fois être, jouer le contre-attaquant, jouer l'équipe qui joue derrière et qui envoie un ballon à ses attaquants et qui court vite. Et le problème et après, c'est vite, n'importe quelle équipe peut vite contrer ça. Donc le souci, c'est que il n'avait pas spécialement de plan de jeu et que après, vu qu'il est plus, dans la guerre médiatique, il s'est perdu dans ça. Il jouait sur sa réputation, Mourinho. Et après, c'est un peu ça qui l'a fait tomber d'ailleurs, je pense. Je te laisse Marco, parce que je pense qu'après sur ça, il s'est trop perdu et au lieu de parler de jeu, il a plus parlé d'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que il y a eu une ou 2 années où il a commencé à déjà beaucoup parler médiatiquement et il jouait un peu de cette petite attitude qu'il avait d'équipe qui garait le bus. Parce qu'au début, il y a eu des années, quand il est revenu à Chelsea, il y a eu pas mal de matchs où ça a fonctionné. Mm-hmm. Et sauf que cette stratégie-là, elle a un peu trop perduré, à mon avis, dans le temps. Et c'est ce qui a fait que, selon moi, Mourinho, maintenant, c'est même le Mourinho de Manchester, c'est pas le même que. Ouais, c'est l'ombre de lui-même. Hein. De l'Inter. Mais pour moi, Mourinho, il a muté. Je suis tout à fait d'accord, en fait. Pour moi, le vrillage, il est au Real. Ah oui, c'est vrai. Au Real, il va se faire maltraiter par le Barça et qui met Pépé en 6. Il pète un câble au Real, c'est vrai, complètement. Pour moi, c'est là où il y a une mutation complète jusqu'à ce qu'il arrive au Real, Mourinho. Alors, c'était pas Guardiola, mais c'était appréciable le jeu qu'il faisait. Il avait des joueurs. J'ai pas de problème avec l'Inter il avait des joueurs. À Porto, il n'avait pas autant de joueurs qu'il avait à l'Inter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça soit le premier Chelsea, où il avait des beaux joueurs quand même, c'est vrai. Le seul Porto et Inter, j'ai pas de souvenir de me dire Mourinho, c'est l'enfer, quoi. Loin de là. À partir du moment où au début au Real, au début, jusqu'à ce qu'il se prenne une manita, il était dans le mouvement. Mm-hmm. Et on est parti en cacahuète pour moi. Complètement. Ensuite, là, le retour à Chelsea, le passage par United, maintenant Tottenham, c'est vrai que il traîne ses savates en première ligue à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est plus du tout le coach inventif qui déboule en Ligue des Champions 2004 et qui tabasse Monaco et qui tabasse tout le monde d'ailleurs. C'est vrai qu'il a complètement disparu. Alors ça restera toujours Mourinho dans les souvenirs, et puis c'est The Special One, donc comme il aime à s'appeler aussi, il en a joué de ça, de son caractère, de son rapport aux médias, même dans les vestiaires. Je crois que ça passait très mal avec Özil à Madrid à l'époque. Je sais pas comment ça se passait avec Ronaldo, mais tous les deux étant portugais, je crois que ça filait pas non plus. Comment? Avec Casillas aussi, je crois. Avec Casillas aussi, mais ça filait pas le parfait amour non plus. Donc c'est un coach qui a su cliver. Normalement, tu peux essayer de gagner puis cliver après. Lui, il a beaucoup gagné,
Mais après, voilà, il s'est probablement perdu avec les médias aussi. Hein. Après, le bus, on en parlera sûrement un peu plus tard, mais Vas-y, je t'en prie. c'est une tactique qui doit certainement être adoptée, hein, que ce soit pendant 20 minutes ou que ce soit pendant un match ou même un match aller-retour. Il faut savoir utiliser cette tactique. Est-ce que je peux te demander de la définir, cette tactique du bus, Marco, éventuellement pour ceux à qui elle aurait échappé? Le bus, c'est le tout pour le tout pour ne pas prendre de but, quoi. C'est des ailiers qui jouent au poste de latéraux, des latéraux qui recentrent dans l'axe, des 6 qui jouent entre les défenseurs centraux. Donc c'est tout le monde derrière. Muraille qui tourne autour de la surface, quoi. Dans les 30 mètres. Je suis d'accord avec toi, Marc, mais il faut qu'on ait recours à cette tactique vraiment en dernière en cas d'urgence pour moi. Tout dépend de ta philosophie de jeu. Ouais, mais justement, vu que la question aussi du débat, c'est est-ce que nous, on est plus philosophie du beau jeu et le beau jeu pour le beau jeu, ou le mauvais jeu et des titres. C'est un peu ça les deux, le oui ou le non, quoi. C'est les deux extrêmes. Mais moi, je suis plus d'avis pour un coach et une philosophie de jeu d'une équipe qui oblige l'adversaire à s'adapter à ton jeu. Non, mais j'ai pas parlé de philosophie, hein. J'ai parlé de. Bon, il a juste défini. Oui, ouais. Je sais, mais du coup, j'ai pas envie que mon entraîneur et que mon équipe fassent le bus trop systématiquement. très fréquemment. Ouais. Il faut qu'elle apparaisse en finale de Ligue des Champions quand tu gagnes 1-0 à la 80e. Là, ok. Mais si elle apparaît à chaque fois, à chaque fin de match, quand il y a un but d'écart et qu'il reste 10 minutes, là, moi, ça me fait pardon pour le terme. Ça m'embête. Ça m'embête. Je suis désolé de reprendre les mêmes exemples, mais les seuls matchs que je regarde vraiment à 100% et que j'analyse, dès que tu as un club qui gagne, enfin qui met un but, il y a un but d'écart à la 75e et tu joues contre le dernier qui n'a pas été, qui t'a pas fait une action du match, dès que tu marques, tu te mets le bouillon tout seul et tu fais le bus contre une équipe qui ne t'a pas menacé, qui n'a rien fait du match. Moi, ça me frustre et c'est horrible de subir ça en tant que supporter. C'est ça justement le jeu qui nous concerne, c'est parce que justement des fois on est supporter devant notre télé ou au stade et ça nous embête de voir simplement, comme tu l'as très bien dit, ça nous embête de voir nos équipes déjouer, en tout cas suivre des philosophies qu'on n'aime pas. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent. J'explique, en fait on est en visio pour justement arriver à mieux débattre, mais je vois aussi des doigts qui se lèvent. Alors Hugo, vas-y, je t'en prie, t'as quelque chose à dire? Et du coup, moi, j'aimerais vous poser une question parce que ça revient. Qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de l'OM face à Paris cette année au Parc? Comme tu veux, genre. Vas-y, Galette. J'ai vraiment. Tu es content en tant que supporter d'enlever l'hégémonie et d'enlever la stérie d'invisibilité et de casser la chose, mais c'était horrible. J'ai même pas été fier. J'ai dit ok, on a gagné, mais voilà. Et surtout en plus avec la bagarre finale générale à la fin, encore plus. Palier numéro 2. Exactement. Palier numéro 2. On gagne pas avec la manière, mais on gagne. Du coup, c'est pour ça on accepte ça. Mais oui et non, parce que c'est pour ça que comme tu parlais du bus, moi je définirais la technique du bus, c'est 10 à 11 joueurs dans les 30 derniers mètres. Et surtout, dès qu'on a la balle, on dégage, on ne construit pas aucune relance et on attend juste le temps que passe. Et alors la différence de être pragmatique et gagner des titres, c'est ce qu'a failli faire Simeone avec l'Atlético Madrid. Et à 1 minute près, il jouait le bus, même en finale de Coupe d'Europe. Il jouait vraiment le bus, alors que toute l'année, il s'est joué quand même assez bien. C'est vrai. Malgré tout, parce qu'il jouait avec des mecs qui savent très bien défendre. Donc, eux, à l'entraînement, ils devaient faire 3 heures de défendre en bloc bas et contre-attaquer. Et juste en finale, sur un corner, l'histoire change, mais on retiendra quand même cette équipe. Alors que, comme disait Hugo, l'OM de Elibop, de Garcia ou quoi,
Peut-être on Mais du coup, à retiendra court terme, pour être en finale de Coupe d'Europe, mais sinon, on le retiendra très peu, quoi. mais je pense qu'on l'accepte à court terme, en fait. On est capable de l'accepter sur une saison maximum, mais à long terme, jouer mal en Ah oui. Ligue 1, ça peut pas le faire. Pas plus oui. qu'une saison maximum. J'aimerais bien savoir ce que les supporters de l'Atlético pensent justement. Avec Simeone depuis très longtemps au club et qui a une philosophie un peu comme ça. Ah ben Telemi, tu vas peut-être pas nous dire ce que pensent les supporters de l'Atlético, mais t'as un truc à nous dire. Après, Simeone, c'est compliqué. Désolé, Bart, je prends la main. Ouais, vas-y. Simeone, c'est compliqué juste de le réduire. C'est compliqué de juste de le réduire Bien sûr. à une philosophie de bus. C'est-à-dire qu'il y a quand Non, même mais voilà. dans les matchs une verticalité dans le jeu qui va au-delà du bus. Bien sûr. Alors, oui, c'est quand même très passif, mais il y a quand même un truc, une idée de jeu qui est derrière qui est différente que juste tout pour la défense. On arrondit les angles. Bart, c'est pour toi. C'est pour moi. Alors, je vais prendre la main et répondre à plusieurs questions. L'OM, pour commencer. Vas-y, allume tout le monde. Comme a dit Galette, ça dépend vraiment du contexte. Là, ça faisait 10 ans. Enfin, les mecs qui sont en 6e, ils n'avaient jamais vu l'OM gagner. Au bout d'un moment, il faut casser la série quoi qu'il arrive. Enfin, quel que soit le jeu proposé, même un CC. Enfin, là, il y avait la manière, elle comptait pas, on s'en foutait. Mais le lendemain, j'étais plus à me foutre de la gueule des Parisiens que d'être fier d'avoir gagné ce match. C'était plus dans ce sens-là. Il y avait aucune fierté. C'était juste on casse la série, on repart à zéro et C'est ça. on va essayer de faire mieux, pas reprendre 10 ans derrière. On oublie tout. Après, l'Atlético, je maîtrise pas. Voilà, pour être honnête. Non, et pour revenir sur la technique du bus, je suis d'accord avec Marc qu'il faut que ce soit fait ponctuellement. Que de toute façon, je pense pas que si tu joues en mettant le bus tout le match et toute l'année, je pense pas que tu arrives à avoir des résultats. Et même si par miracle, tu as des résultats une saison, je crois pas que ça tienne dans le temps plus que ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être capable de le faire. Quand il y a plein d'équipes qui, comme disait Max, commencent à mener au score et naturellement, je pense pas que ce soit spécialement voulu, mais commencent à reculer, c'est l'enfer. Ils savent pas défendre et tu finis par prendre des vieux buts à la 90e comme contre le Slavia Prague. Là. Et c'est assez l'enfer ces trucs-là. Enfin, quand tu es supporter, t'as pas envie de voir ton équipe reculer. Quand tu vois que le coach il commence à faire sortir un attaquant pour mettre un 6, moi ça m'énerve et j'ai pas envie de voir cette philosophie, surtout comme a dit Max, si quand le début de ton match est bien maîtrisé et que l'équipe n'a rien fait en face, il n'y a pas de raison que ça change à la 80e minute parce que tu mènes 1-0. Enfin, au pire, ils vont se découvrir, laisser des espaces, mais il n'y a pas de raison que tu prennes plus le bouillon que ça. Donc, je suis très, très mesuré avec le bus et ça ne me fait pas plaisir de voir une équipe jouer comme ça. Sur un match, ça peut l'être comme l'Inter contre le Barça en 2010, parce que c'est vraiment, on se serre les coudes et on arrive et finalement, on a un résultat. Mais sur une saison, enfin, j'aimerais pas que mon équipe joue comme ça, et parce que je pense que déjà, c'est pas viable à long terme. Ouais, je pense que tu as raison. Je pense qu'on doit être tous à peu près d'accord sur le fait que le bus doit rester, en tout cas l'usage de la technique du bus doit rester, ponctuel. Ça doit pas être ce qui fait la base de la philosophie de jeu de ton équipe. Marc, tu as peut-être quelque chose à dire. Je t'écoute. Ouais, un point qui est assez important qu'on n'a pas mis en valeur encore, c'est que on supporte quand même des équipes qui sont relativement, qui jouent à chaque fois le haut du classement dans leur saison, dans leurs compétitions respectives. Et on parle pas forcément des équipes qui sont dans les zones un peu compliquées. Un peu plus bas dans le tableau, ouais. Voilà, exactement. Une équipe qui se déplace, une équipe du bas de championnat de Ligue 1 qui se déplace au Parc des Princes, une équipe qui se déplace à Lille, une équipe qui se déplace à City, à Liverpool. Forcément, cette technique, l'objectif de ces équipes-là, c'est de ramener un petit point de ces terrains-là. Et donc, c'est une chose qui est à prendre en compte aussi pour ces petites équipes qui, quand elles vont en déplacement chez un gros... ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre en compte l'adversité, en fait, aussi, dans ce calcul-là. Ouais, c'est ça. Et puis, Max parlait de contexte aussi. Pardon. De contexte. Si tu es en finale de Ligue des Champions, tu gagnes 1-0 et que à la base, tu es loin d'être... Si par exemple, on part dans l'optique que c'est Chelsea City là, en finale de Ligue des Champions,
Chelsea mène à 0, je doute fort que Chelsea va continuer à attaquer pendant tout le match. Et c'est Et c'est ce que j'approuve justement. Oui, c'est ça que je. Est-ce que c'est la bonne technique Il y a attaquer et garder le ballon. Et aujourd'hui, on a l'impression, et parfois, c'est un peu ce que disait Max tout à l'heure, qu'une équipe qui mène au score, on va avoir l'impression que d'un coup, elle recule et qu'elle ne veut même plus garder le ballon. Elle va lâcher le ballon, elle va le rendre systématiquement. Les pieds qui brûlent. C'est ça. QPR contre City. Alors, Ah oui. Par exemple. Mais Ça marche, en fait, finalement, c'est aussi ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui provoque un bus? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est une faculté de récupérer le ballon à un moment donné ou de garder le ballon qui provoque ça? Si techniquement tu n'es pas capable de garder le ballon quand tu mènes à 0, vaut mieux pas avoir le ballon et éviter d'être tenté d'aller vers l'avant que d'avoir le ballon, de perdre le ballon à 40 mètres du but et de te faire contre. C'est le contexte que Marc disait qu'il faut prendre en compte. Si tu es une équipe du ventre mou de Ligue 1 et que tu te déplaces au PSG et que tu gagnes 1-0 et que tu n'as pas la qualité pour réussir à tenir le ballon et à gagner le temps, malheureusement, tu es obligé dans certains cas de faire le bus. En parlant de ça, par rapport au bus, le problème c'est que certaines équipes ne peuvent pas le faire ou n'y arrivent pas. Et c'est une question aussi de philosophie. Ça se voit avec le PSG où pour subir 2 remontadas, c'est que la première au retour au Barça, ils sont toujours habitués à avoir tout le temps la balle. Et d'un coup, ils disent, bon, on a 4-0, on se détend un peu, mais là, sur tout un match, c'est impossible et tu te prends un revers de médaille. Et la deuxième fois avec Manchester, juste mets des buts et vu que tu as gagné à l'extérieur, au pire, tu perds d'un but et tu fais le but à la fin du match, mais pas dès le début. Et on va dire que une équipe ou un entraîneur qui ne sait pas, inculquer ça à son équipe, ça ne sert à rien. Autant jouer comme d'habitude. Et le problème de Guardiola en ce moment, depuis qu'il est parti au Barça, vous regardez à chaque fois tous les matchs au Bayern, à City, dès qu'il joue une grosse équipe, il va être pragmatique, il change sa compo, il change ses joueurs, et même les joueurs ne comprennent plus. Le souci, il est là, c'est que là, il est encore passé en quart de finale, mais il joue encore sans attaquant, alors que d'habitude, il joue toujours avec un attaquant. Il a fait pareil au Bayern, où d'un coup, il a enlevé Thomas Müller contre le Barça, ils ont pris 4-0. Il y a des choses qu'il ne faut pas... il faut pas se renier jusqu'au bout, quoi, juste pour une victoire à tout prix sur un match ou sur peut-être 15 minutes. Des fois, il faut quand même garder sa philosophie et même un Real en finale, ça met 3 buts. Voilà. Après, ils resteront comme ils sont. Ils vont peut-être pas encore être à 8 devant, mais ils vont quand même avoir 3-4 joueurs qui seront offensifs, quoi. Je reprends du coup. Oh merde. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, sur le PSG, le problème, c'est que c'était pas la bonne stratégie, mais je suis pas sûr que ça a été volontaire. Enfin, que c'était une tactique mise en place de défendre tout le long. Je pense que c'est plus mental et qu'ils n'ont pas su passer, parce que c'est pareil, quoi, c'est faible. Mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à faire mieux. Après, pour revenir sur ce que Marc disait au niveau des petites équipes, tu regardes un Lens, par exemple, cette année, en Ligue 1, qui à la base est plutôt une petite équipe, elle essaye de jouer et finalement, elle est 5e ou 6e. C'est vrai. Et je vous conseille une très belle interview de Thierry Henry par Olivier Dacour, la version longue, là, d'1 heure, où justement Henry parle des petites équipes type c'était Bournemouth, je crois, enfin avec 2-3 petites équipes anglaises qui essayent de jouer. Et c'est pas parce que t'es Eddie Howe. Exactement. C'est pas parce que tu as une petite équipe que forcément tu dois mettre le bus et ne pas essayer de jouer. Après, je suis d'accord que contre le PSG, si c'est un match dans l'année, bon, ça s'entend. Mais contre les équipes de ton niveau, autant que tu que essayes de mettre quelque chose en place et que tu joues, quoi. De ce que disait Galette, je pense que par exemple les supporters du PSG ont été très contents de la victoire, de la qualification contre le Bayern, même s'ils ont, pour le coup, ils n'ont pas mis le bus, mais ils ont réussi à bien garder le ballon. Et non, c'était pas du tout le bus, mais ils ont réussi à jouer sur leur force, qui était sur ce plan de jeu, la contre-attaque.
Et c'est pour ça que je pense que ça va être un match très intéressant à regarder, la double confrontation entre City et le PSG. J'ai hâte de voir comment City va jouer contre le PSG, voir si c'est eux qui vont prendre le ballon, est-ce qu'ils vont prendre le feu derrière, comme tout le monde dit, ou est-ce que c'est le PSG qui va réussir à avoir la possession, etc. Hâte de voir ce match. Là, c'est très alléchant parce que justement, c'est deux équipes qui vont probablement proposer du spectacle. Hein. Il y en a eu entre les confrontations entre Paris et le Bayern, mais contre City, ça va être aussi très intéressant. Du coup, les garçons, moi je voulais Hugo a levé l'idée tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il a parlé de l'équipe de France championne du monde en 2018 et des différents des différentes questions qui concernent son titre, en tout cas la philosophie de jeu de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde. Parce que beaucoup disaient, enfin notamment, je me rappelle de Dugarry sur RMC qui taclait fort cette équipe de France, notamment Deschamps. Exactement, parce que il estimait qu'il n'y avait pas de spectacle, qu'on s'ennuyait en regardant cette équipe de France. Alors moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut qualifier une équipe d'ennuyeuse et accepter qu'elle soit championne derrière, comme ça, voilà, par l'opération du Saint-Esprit. Je crois que l'équipe de France, elle a mérité son titre et elle a surtout pas ennuyé le monde entier. Donc, si vous avez un avis là-dessus, je vous écoute. Ça, c'est parti pour moi notamment de ce qu'on appelle le Sun belge après la défaite face à l'équipe de France, parce qu'en fait, avant ce moment-là, on avait forcément critiqué l'équipe de France pendant les poules parce que c'était dégueulasse. C'est vrai. À partir des huitièmes, ça devenait beaucoup plus intéressant. Et en fait, tout est retombé au moment où la Belgique l'a critiqué. Après, voilà, il faut vraiment dissocier les matchs. En fait, face à l'Argentine, on peut pas dire que l'équipe de France a fait un mauvais match et n'a pas joué au foot. Face à l'Uruguay, moi, je suis convaincu que la France, si elle joue comme ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix par rapport à comment joue l'Uruguay, qui, pour le coup, met une sorte de bus. Palier 2 pour ce match. Hein. Pardon Palier 2 pour ce match. Non, alors, même pas palier 2, parce qu'en fait, palier 3. On est impacté par la manière dont joue l'équipe adverse. Face à la Belgique, c'est le vrai match où on a mis un bus, mais le bus, on ne l'a pas mis après un minute de jeu. Hein. Non, on l'a mis, il faut qu'on l'a marqué. Exactement, à partir de 65 minutes de jeu. Et pour la finale, clairement, ce match-là, on ne joue pas très bien. Ça, il n'y a personne qui dira le contraire. Au moins, la première mi-temps, la deuxième mi-temps est un petit peu meilleure, mais la première mi-temps est très mauvaise. Mais on a la chance d'avoir des joueurs incroyables. Et finalement, on gagne 4-2 le match. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on s'est ennuyé pendant ce match-là. Mais ça dépend de ce qu'on appelle bien jouer. Est-ce que c'est marqué beaucoup de buts, ou est-ce que ça va avoir une tactique, une philosophie de jeu qui soit, on va dire, remarquable? Moi, j'avoue que moi, dans cette équipe de France, je l'ai trouvé létale. Je l'ai trouvé tellement efficace en fait. Contre l'Argentine, je m'attendais à un match extrêmement compliqué. Tu parles de l'Argentine, c'est un match dans lequel on a été capable en tout cas, les joueurs ont été capables de se relever. C'est très dur de le faire tout ça en caméra parce qu'ils sont en train de s'amuser comme des petits couillons. Et non, mais cette équipe de France, c'est vrai que contre l'Argentine, elle a su sortir de ses retranchements. Elle a pu secouer l'Argentine. Moi, je me souviens, j'étais au travail, on regardait le match sur nos écrans. On n'avait pas trop le droit de le faire, mais on se sautait dans les bras à chaque fois qu'on marquait. Et c'était exceptionnel comme souvenir. Alors ensuite, gagner en finale de Coupe du Monde et marquer 4 buts, je veux dire, ça pareil, c'est énorme. C'est un super souvenir. Donc j'ai du mal à voir cette équipe de France comme une équipe de France qui a pas fait le jeu, qui a pas été méritante, qui a pas. Non, je comprends pas ces critiques-là, moi en ce qui me concerne. Ben, moi, je peux les comprendre parce que j'étais comme Hugo, comme pas mal de Français pas satisfaits lors des poules, de mettre que 2 buts sur 3 matchs et en plus sur penalty. Et après, contre l'Argentine, ben oui, on gagne, il y a beaucoup de buts, mais on tremble et c'est pas fameux. Bon, on va dire le problème, moi aussi, j'ai ressenti comme ça, parce que je regardais quasiment tous les matchs, la Croatie avec des milieux fabuleux et Perisic et Mandzukic qui étaient en folie, et même toute l'équipe était belle. Après, ils sont arrivés en finale un peu
avec un gardien blessé, et après, ils n'ont pas eu. Je pense qu'ils rejouent le match, peut-être qu'ils gagnent, mais après, en finale, il faut gagner, faut pas juste participer, on va dire. Mais le souci, c'est que j'étais content, mais bon, moi, j'ai un souvenir de la finale où je suis pas non plus le plus grand des heureux parce qu'on l'a pas non plus gagné au forceps, quoi. Et surtout, avec classe ou quoi. Et surtout, c'est que même moi, mon petit frère qui était en vacances à l'étranger en Thaïlande, tout le monde était pour la Croatie. Il y avait pas quelqu'un qui était pour Mais pour la oui, c'est France bien à part lui, sûr. parce que non, mais parce que après c'est aussi le ressenti que tu procures aux gens. Comment dire, les Croates, ils étaient tous pour les Croates, ils ont produit un truc, ils étaient au-dessus avec classe et voilà ça fait plus rêver que le français. Alors c'est Mais pas bien parce sûr, que les Belges ont c'est dit normal. qu'ils avaient le somme, mais le problème c'est que tout le monde a un niveau de voilà, et aussi la façon de jouer, quoi. Nous, quand tu joues avec ton milieu Majusti comme ailier, c'est sûr que je fais pas kiffer que ce soit nous-mêmes, nous les Français ou même le monde extérieur. Donc après, c'est sûr que nous, comment dire, Deschamps a été pragmatique, a dit bon, dans toute l'équipe que j'ai, ben, même les mecs devant, et même en ayant Thauvin Fekir qui était peut-être pas en forme et qui n'était pas au niveau d'une Coupe du Monde, il a dit ben, on joue avec 4 mecs qui sont béton derrière et 3 milieux forts. Et les 3 de devant, ils vont se débrouiller avec le petit génie. Je Et vois ça a marché. je vois des désaccords, donc je vais tout de suite donner la parole à Maximilien. Hugo, tu reviens juste après. Moi, Qu'est-ce qui anime, moi je pose la question, qu'est-ce qui anime un supporter? Moi, dans une compétition comme la Coupe du Monde, le beau jeu, ça m'importe, mais quand c'est une équipe nationale et que tu sais que c'est un tournoi à élimination, ce qui m'importe le plus, encore plus que le beau jeu, c'est la victoire. Que la Croatie ait beaucoup de supporters dans le monde et que les seuls supporters de l'équipe de France étaient les Français à cette Coupe du Monde, j'en ai un peu rien à faire personnellement. Je suis limite content pour pouvoir chambrer les autres, tu vois. La réponse à la Et, française. exactement. Et ce qui m'anime, moi, c'est des matchs comme France-Argentine, où il y a Pavard qui met un but incroyable, Incroyable. qu'on revient et qu'on sent. Moi, je sais pas vous, mais après France-Argentine, même pendant, je savais que. Il allait rien Bon, nous c'est facile de arriver. dire ça après, mais je savais qu'on avait une équipe bâtie Ouais. pour aller au bout. Et c'est ça qui m'animait, c'est ça qui me faisait voir les matchs. Et quand on voit juste après, en demi, un match contre la Belgique où on se chie dessus et tout, au coup de sifflet final, j'étais heureux au même stade que contre l'Argentine. Donc, sur une compétition à élimination directe, le beau jeu m'importe, mais m'importe moins Ouais, que la victoire. que la victoire. Et c'est là où Deschamps est très fort, c'est qu'il connaît très très bien la qualité de ses joueurs. Et c'est pour ça qu'il arrive à gagner des titres, notamment avec la France et avec l'OM. On rebondit avec Barthélémy tout de suite et ensuite Hugo. Comme a dit Max, je pense que le football de club et équipe nationale, c'est différent. Là, on a quand même, surtout pour une Coupe du Monde, c'est un contexte particulier. Forcément, les matchs de poule, c'est dur de produire du beau jeu, je trouve, parce qu'il y a une pression énorme et tu vas gagner contre le Pérou, t'es content comme si, enfin, comme jamais, même si c'est que le Pérou et que le jeu était dégueulasse. J'invite quand même les Belges, parce qu'on parle beaucoup du Sum belge, à revoir leur quart de finale contre le Brésil. C'était le match inverse de France-Belgique, et c'est eux qui passent. Le Brésil, ils ont fait que dominer. Pour la Croatie, Galette, je t'invite à regarder le Croatie-Danemark. C'était une purge comme j'ai rarement vu. Franchement, c'était l'enfer. Et ouais, franchement, Coupe du Monde, je trouve que c'est différent. Coupe du Monde, je me satisfais d'un niveau 2 pour Hugo. Pour le football de club, je veux niveau 3, voire niveau 4. Mais Coupe du Monde, niveau 2, c'est amplement suffisant. Et après, je dis ça en sachant que je vais peut-être changer de discours pour l'Euro 2021 parce que on est avec le même entraîneur, que ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'il a le... Non, pas 10 ans. Si, c'est ça. Ça fait 8 ans. Ouais, voilà, 8-9 ans qu'il a l'équipe
Et en 8-9 ans, tu as quand même le temps d'essayer de produire quelque chose. Et là, on a quand même l'impression qu'il reste un peu sur la même philosophie. Magique. Donc, pour l'Euro, je serais peut-être un peu plus en attente d'un niveau 3, mais Plus exigeant, ouais. pour la Coupe du Monde, en sachant qu'il y a déjà eu une finale d'Euro et une victoire en Coupe du Monde, tu peux être un peu plus exigeant, je pense, pour l'Euro 2021, par exemple. Ouais. On parlerait pas du Somme belge si les Japonais avaient mis le bus en huitième de finale. Hugo, pour clôturer, pour avoir un peu avant le mot de la fin, vas-y si tu veux. Non, moi, je voulais répondre à Galette. Vas-y. Ouais. Je trouvais tes arguments intéressants, mais je pense qu'il y a deux sujets. Le premier, par rapport à ce que tu disais que tu n'étais pas forcément complètement satisfait après la finale. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'on a battu la Croatie en finale. Et que c'est pas le Brésil, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal. Et que du coup, forcément, il y avait un impact qui était moindre et on s'attendait quand même à gagner. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait été très déçus si on avait perdu, plus que si ça avait été une grosse équipe. Et à contrario, on était moins satisfait parce que même si on a gagné 4-2. Et le deuxième point, c'est pourquoi, à mon avis, ton frère s'est retrouvé qu'avec des supporters à Croatie. C'est parce que c'était le sujet du petit club qu'on supporte. Donc là, c'est la petite équipe nationale. David contre Goliath, ouais. On s'attendait tellement à ce que la France gagne que du coup, tout le monde était pour la Croatie en disant que ça serait magique. Ouais. Voilà. Je peux avoir C'est le cas classique. Alors là, je répands un sentiment très français d'aimer le petit poussé à d'autres pays dans le monde que je connais moins en termes de culture. Ouais. Mais je pense que ça peut jouer. Je te fais une petite réponse rapido. À l'Euro qu'on organise chez nous, on fait le même parcours aussi à l'arrache, que ce soit en poule et même en demi, en mettant le On met un bus bus en demi pour le coup. Voilà. On met un bus en demi. Ah ouais, on met un beau bus. Donc c'est pour ça que, comme on disait, au bout de 8 ans de Deschamps, tu mets un bus dans un Euro, tu le perds et tu fais toute la philosophie, tu le perds. Non, tu peux pas associer. Tu mets un bus en demi, mais pas en finale. Hein. Non, en demi à Marseille contre l'Allemagne. Mais tu as une grosse philosophie où tu es plus contre-attaquant que tu produis quelque chose. Tu fais un Euro comme ça, tu ne le gagnes pas. Tu fais une finale, tu fais une Coupe du Monde, tu arrives à la gagner, donc c'est bien. Mais comme tu dis, là, on va arriver dans un Euro où, pareil, on a la même philosophie. On n'a pas encore regagné des choses. On verra peut-être la Ligue des Nations, peut-être si on la gagne, si ça se joue un jour. Mais le problème, c'est que il faut, si tu gagnes pas au bout du compte, tu ne retiens rien. Et moi, cette Coupe du Monde-là, c'est vrai qu'après, comme tu dis, peut-être c'est peut-être la petite équipe, la Croatie, mais c'est surtout que ils ont toujours eu des belles générations. Et c'est pour ça que, comme disait Marco, sur le coup, quand il y a une petite équipe, mais moi, il y a plein de fois où on a vu des petites équipes gagner et où ça arrive rarement, mais ça existe. Et nous, au foot, c'était l'Ajax qui Mais oui, mais c'est les clubs. Il y a peu. Ouais. Et l'Ajax qui a vraiment gagné avec Kluivert et compagnie, ils sont arrivés et ils ont Kluivert, Seedorf, Gullit, tous ces Hollandais, ils ont réussi une fois à sortir de nulle part et à gagner quelque chose. Mais c'est des clubs, en ayant Galette. tout. Non, mais en ayant tout. Philosophie, jeunesse. Mais oui, mais bien sûr. Mais si tu mets pas tous les arguments, je pense que tu pourras pas y aller. Tu vas être que pragmatique, ça marche pas. Mais parce que tu peux pas avec l'équipe nationale. L'équipe nationale qui a réussi à avoir une identité de jeu, c'est l'Espagne, parce que 80% de ses joueurs venaient du Barça et le reste du Real. Donc du coup, c'était des joueurs qui se connaissaient, qui avaient déjà une philosophie chez eux. À part l'Italie qui a fait un catenaccio de l'enfer sur quelques Coupes du Monde, il n'y a aucune équipe nationale qui a été brillante. On a eu que l'équipe nationale pragmatique qui ont gagné. L'Italie 2006, c'est pragmatique. En 2010, c'est l'Espagne. Comme on en a parlé, l'Espagne, c'est différent. 2014, l'Allemagne, c'est pragmatique. 2002, le Brésil, à mon souvenir, c'est pas non plus flamboyant. Ah, quand même. Et 98, la France est pragmatique. Et 94, le Brésil est pragmatique aussi. Ouais, mais après. Avec Deschamps était très lucide. Ouais, mais après, pour moi, le Brésil, même avant, quand ils gagnent, ils sont même avec Pelé, ils font plus que plaisir. Et nous, une fois, c'est une autre époque où les 80% des joueurs jouent le même championnat. Les gars, mais après, la France 2000, aucun joueur, il y a très peu d'affinité entre les joueurs. Mais vu que c'est un groupe qui se connaît depuis. Voilà, les moments, ils sont. Les mecs sont meilleurs, ils l'ont montré et ils ne l'ont pas juste montré en jouant derrière. Ils l'ont montré. Mais la France 2000, c'est un satellite.
La France 2000, c'est un satellite. On va faire un débat sur les Coupes du Monde. On finira par faire un débat sur les Coupes du Monde et nos visions des choses à ce moment-là. Mais pour vous donner mon avis, moi, on parlait de la Croatie. La Croatie fait pas peur. En tout cas, le monde a adoré se passionner pour la Croatie et préférer la Croatie et les France. Moi, à titre personnel, la Croatie, j'en avais peur, mais pas autant que l'Angleterre. Si l'Angleterre était passée, j'aurais pas pu dormir de la semaine avant la finale. Littéralement. Ah ouais. Parce que ça aurait été terrifiant de se faire battre par les Anglais. Les Croates, on a un historique avec eux en Coupe du Monde, j'entends bien. On a des historiques avec eux sur d'autres sports. Mais les Anglais, ça aurait été terrible. Moi, j'aurais été terrifié par ça. Ouais, il y a plus moi- d'animosité, c'est pour ça. Je pense que l'Angleterre, tu vois, ils avaient le potentiel pour aller en finale, mais ils n'avaient pas l'expérience pour pouvoir la gagner. Ouais. Et nous, avec cette Chose que nous, on avait. avec la défaite en Euro 2016, avec ce groupe qui avait déjà, entre guillemets, essuyé les plâtres. Effectivement, et c'est là où il a été très fort, Deschamps, c'est qu'il a créé un groupe et que ce groupe est quasiment le même depuis de nombreuses années. Et c'est grâce à ça, je pense aussi que sur des matchs de Coupe du Monde, tu arrives à gagner. Et comme en Ligue des Champions, finalement. Tu as des clubs qui ont des histoires avec cette compétition et qui arrivent à aller au bout, même si c'est pas la meilleure équipe. Ok. Ouais, mais regarde Liverpool, ils font une année finale, la deuxième, ils gagnent. Et après, ça s'est écroulé. Bon, pour le coup, c'est un mauvais exemple parce qu'il y avait des idées de Ouais. jeu. Mais... Ouais. Allez, ciao. Allez, c'est la fin du débat, merci. C'est bon, on a perdu un des débatteurs, là, voilà. c'est Ouais, fini. mais c'était un petit pic gratuit. Il reviendra plus, Non, là, mais les je vois gars, ce vous que tu faites veux chier. dire, mais là, c'était pour argumenter le fait que la France n'a pas démérité. Les gars, Mais j'espère qu'à l'Euro, ils vont changer. donc les gars, vraiment merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Ça a été un petit peu long, mais un épisode riche d'idées, riche de débats, et qui fera sûrement l'objet d'une deuxième partie. Donc merci à Maximilien, à Barthélémy, à Gaëtan, à Marc et à Hugo d'avoir bien voulu participer et animer tout ça. Les gars, très bonne soirée à vous et à très vite dans le Renard des Surfaces. Ciao. Merci, ciao, À ciao. Ciao, les la gars. prochaine. Ciao.